c'est Lou. Et moi, Mélissa. Bienvenue au podcast Con Cariño. Oui, évidemment, de la librairie franco-argentine Caligno, dans les quartiers de Belleville à Paris. L'idée est de vous parler du métier de libraire, des livres, des écrivains, des événements autour de la librairie, des histoires d'ici et des histoires de là-bas. Ici, c'est Paris, France. Là-bas, c'est l'Argentine, l'Amérique latine. On va parler en français, ce n'est pas notre langue maternelle. Mais on espère que les oreilles sensibles vont s'habituer et apprécier nos discussions. Bonjour Lou. Bonjour Mélissa. Nous arrivons à notre 15e épisode de ce dernier cycle sur les écrivaines contemporaines argentines. Pour finir, nous allons parler de Carla Maliandi et Maria Gainza, deux femmes qui viennent d'autres champs culturels et qui se sont lancées dans des romans de fiction. Vous savez déjà, on vous donnera quelques informations sur le parcours de chaque écrivaine. Nous allons parler d'un de leurs livres avec la lecture d'un court extrait. Les détails bibliographiques avec les dates de parution, maisons d'édition d'ici et là-bas, traducteurs et tout ça, vous les trouverez dans les descriptifs de l'épisode. Et vous le savez bien, on aime aussi lire des extraits plus longs en espagnol dans l'épisode 15 bis. Nous allons commencer par Carla Maliandi. Elle est née en 1976 au Venezuela, des parents argentins. Elle a grandi en dehors de l'Argentine, mais rentre pour suivre ses études de théâtre dans l'Université nationale des arts, ainsi qu'un doctorat en philosophie. Elle a écrit surtout des pièces de théâtre qui ont été mises en scène à Buenos Aires et différents festivals internationaux. Elle est aussi professeure universitaire en Argentine. Elle vit à Buenos Aires. L'habitation allemande, ou Une chambre en Allemagne, est son premier roman. Il a été publié en Argentine par Mar Dulce en 2017 et traduit en français par Myriam Chirous pour Édition Métayer en 2021. Elle a été nominée au prix de la Foire de Francfort pour la traduction allemande de son roman. Nous allons commencer par lire un extrait. Carla Maliandi, Une chambre en Allemagne. 1. Autrefois, j'avais appris les noms de toutes les constellations. Mon père me les avait montrés en m'indiquant que ce ciel d'Allemagne lui était totalement étranger. J'avais l'obsession du ciel, des étoiles et des avions. Je savais qu'un avion nous avait amenés à Heidelberg et qu'un avion nous ramènerait à l'endroit auquel nous appartenions. Pour moi, les avions avaient un visage et une personnalité. Et j'ai prié pour que celui qui nous ramènerait à Buenos Aires ne soit pas un de ceux qui pouvaient tomber au milieu de l'océan et tous nous tuer. La veille du voyage, de ces grands voyages de retour en Argentine, notre maison de la Keplerstrasse s'est remplie de philosophes. Nous dînions dans le jardin parce que c'était une soirée anormalement claire et chaude. Parmi les philosophes, il y avait des Sud-Américains, un Chilien qui jouait de la guitare, un Mexicain sévère aux moustaches sans surprise, et Mario, un jeune étudiant argentin qui logeait chez nous. Les Sud-Américains s'efforçaient de parler allemand et les Allemands répondaient gentiment en espagnol. Mon père discutait à grands cris avec un philosophe de Francfort, très grand et complètement chauve. À un moment, ils ont vu que je les regardais effrayés. Et ils m'ont expliqué qu'ils ne se disputaient pas, qu'ils parlaient de Nicolas Hartmann. Un peu plus grande, j'essayais de lire Hartmann pour comprendre ce qui pouvait les amener à débattre avec une telle fougue. Mais je n'ai rien trouvé. Maintenant, je devais dormir, mais je ne peux pas. J'ai encore en moi la nervosité du voyage. Je vois par la fenêtre de ma nouvelle chambre un bout de ciel de Heidelberg. Cette nuit-là, j'ai regardé ce même ciel un long moment, en essayant de l'apprendre, comme si je disais adieu à chaque chose que je devais garder dans ma mémoire. Je me souviens que les philosophes chiliens qui jouaient de la guitare s'est mis à chanter d'une voix déchirante « Gracias a la vida » de Violeta Parra, et qu'autour de lui, un groupe d'Allemands enthousiastes, solidaires et ivres reprenait les paroles en chœur avec des intonations ridicules. Combien de nuits est-ce que je passais les mois derniers sans dormir d'une traite? Hier, à Buenos Aires, j'avais peur de ne pas entendre le taxi et je me réveillais toutes les 5 minutes.
Quand je suis arrivée à Ezeiza, j'ai dû prendre un café bien serré pour finir de me réveiller et affronter les petites formalités de l'aéroport. Dans l'avion, j'ai retrouvé ces vertiges du vol, mais ce n'était pas la crainte de tomber, plutôt la peur d'arriver à destination saine et sauve et ne pas savoir quoi faire ni pourquoi. Si on peut résumer. Donc une jeune femme arrive à Heidelberg, direct de Buenos Aires. Visiblement, le départ a été précipité, comme une fuite. Un retour au lieu d'enfance, car elle a grandi dans cette ville allemande 30 ans plus tôt. Mais attention, c'est tout le contraire d'un roman d'apprentissage, car les personnages ont l'air de flotter dans une réalité qui lui échappe. Elle vit les moments présents, sans se poser plus de questions. Par moments, le texte est plein de nostalgie, autour de l'enfance, l'exil, l'appartenance, la maternité, l'amitié, la mémoire, la réalité. Les personnages secondaires sont très hétéroclites. Il y a la directrice autrichienne du foyer étudiant de Heidelberg, d'amies japonaises Shanice et sa mère, la voyante de Tucumán, des femmes qui ont besoin de faire un break, de partir, d'être seules, loin du bruit, entourées par des hommes qui essayent de les accompagner le mieux possible. Miguel Javier, Mario, Joseph. Comme on a dit, Carla Maliandi a écrit du théâtre, mais aussi quelques nouvelles. Et ce roman est né en explorant cette idée d'une femme qui retourne à la voie de son enfance. Rapidement, elle a réalisé que cela sera plus long qu'une nouvelle. Ce n'est pas une histoire autobiographique, c'est une fiction, avec quelques influences de sa vie, car Carla Maliandi a effectivement vécu à Heidelberg pendant son enfance, mais aussi au Canada. Étant enfant des années 70, elle a un peu du mal à se dire exilée, car elle raconte que ses parents ont dû partir plus pour des questions académiques que politiques. Et elle ne veut surtout pas s'approprier d'une souffrance qu'elle n'a pas eue. Carla Maliandi revendique comme influence ces courants littéraires, surtout allemands, qu'on appelle Trümmerliteratur, qu'on veut dire littérature des ruines. Il ne reste plus rien que des ruines, et c'est avec ça qu'on doit construire quelque chose, mais sans espoir, sans planifier rien au-delà du présent. Dans l'écriture du roman, la formation de Carla Maliandi comme dramaturge apparaît dans la matérialité des voix. Chaque personnage a une forme de parler bien différente, une sensibilité propre et particulière. C'est un récit qui parle très bien de ces flottements qu'on sent quand on arrive dans une ville étrangère, des rencontres imprévisibles, et qui a une fin surprenante et fantastique. Et maintenant, on va vous présenter Maria Gainza. Elle est née en 1971 à Buenos Aires. Elle a étudié l'histoire de l'art. Elle a organisé des ateliers de critique d'art dans l'université d'Itela. Elle collabore dans le supplément culturel Radar du quotidien Pagina 12. Elle a écrit des articles sur l'art et aussi de la poésie. Son premier roman, El Nervio Óptico, originellement publié par Mansalva en 2014, a été réédité par Anagrama en 2017 et a été traduit en français par Gersand Carmenen sous les titres Ma vie en peinture et publié par Gallimard en 2018. En 2017, elle gagne les prix Connex des arts visuels et en 2019, les prix Sor Juana Inés de la Cruz pour son deuxième roman, La Luz Negra, qui n'est pas encore traduit en français. Et en 2021 est apparu aux éditions Mansalva en Argentine son livre de poèmes Un imperio por otros. Ces poèmes écrits avant les romans Ma vie en peinture et qu'elle dit sont des esquisses du roman. Donc, nous allons parler de Ma vie en peinture et d'abord la lecture d'un extrait. Maria Gainza, Ma vie en peinture. Le cerf de Dreux. De Dreux, je l'ai rencontré un midi d'automne. Son cerf, 5 ans plus tard, jour par jour. Ces premiers midis-là, j'étais sortie de chez moi sous un soleil radieux quand soudain, sans crier gare, il s'est mis à pleuvoir. Il pleuvait comme dans la Bible. Et en quelques instants, les rues étroites du quartier de Belgrano se sont transformées en fleuves sournois. Les femmes se pressaient aux angles des rues, cherchant l'endroit le plus élevé pour traverser.
Une vieille dame tambourinait avec son parapluie les flancs d'un autobus, refusant de lui ouvrir ses portes. Et sur les pas des magasins, les employés regardaient l'eau lécher les trottoirs et se dépêchaient d'installer des vannes métalliques achetées au lendemain de la dernière inondation. Je devais faire visiter une collection privée à un groupe d'étrangers. C'est ce que je faisais dans la vie, et c'était pas mal comme travail. Mais tandis que j'attendais mes clients, abrité sous les auvents d'un bar, un taxi est passé trop près du caniveau et a trempé ma petite robe jaune. 3 voitures plus tard, l'orage s'est calmé, aussi soudainement qu'il avait éclaté, et à travers les dernières gouttes de pluie, ruisselées comme un rideau de perles de verre, le taxi de mes clients est arrivé. Ils étaient américains, un couple d'âge moyen, elle en blanc et lui en noir, impeccable, parfaitement sec, comme si leur chauffeur venait de le récupérer chez les teinturiers. Nous sommes entrés dans une maison, un ancien hôtel particulier, entouré d'un vaste jardin, qui se trouvait à présent coincé entre un immeuble rationaliste et une villa californienne tape à l'œil. Un majordome nous a conduits dans les salons, glissant comme une anguille à travers les mobiliers. Un quart d'heure plus tard, les portes coulissantes se sont ouvertes, jusqu'alors invisibles, et la collectionneuse est apparue. Elle m'a regardée. Je l'ai regardée. Elle était certainement meilleure que moi à ce petit jeu de soutenir le regard de l'autre. Elle était vêtue de gris. Elle avait autour de la bouche les plis d'amertume des femmes qui ont dépassé la quarantaine. Son nez aquilin était une lame tranchante, et sur son pullover en cachemire, elle portait une broche dorée en forme d'animal qui était tenue à distance durant toute la visite. Je ne suis pas parvenue à identifier. C'est un roman construit avec des fragments. 11 chapitres qui pourraient être lus comme des nouvelles indépendantes, mais qui se croisent et construisent un tout. La lecture est assez vertigineuse. On rentre dans la vie des artistes plastiques du 19e et 20e siècle. Dreux, Candido Lopez, Fujita, Rothko, Courbet. Les douaniers Rousseau côtoient d'autres moins connus, comme une histoire de l'art un peu alternative ou parallèle. On apprend des détails de la vie des artistes, mêlés à des histoires des familles de la bourgeoisie argentine, dont la narratrice veut s'émanciper. Elle nous parle des tableaux qui sont dans les musées de Buenos Aires, car tout comme Maria Gainza, ces personnages n'aiment pas les avions. Et les musées apparaissent comme des îlots, des oasis où se réfugier, pour se poser et essayer de comprendre pourquoi les choses arrivent. Et les œuvres d'art, généreusement, aident à trouver ces explications. Dans ces récits, l'art, il est mêlé à la vie quotidienne et le lecteur devra recomposer l'histoire. Il faudra aller chercher au-delà de ce qui est raconté car la chronologie est inexistante et le récit est fragmenté. C'est une excitante promenade artistique et littéraire où se faufilent les chats des Fujita, des cerfs, un colibri, des globes aérostatiques, mais aussi des personnages comme la mère, l'amie Alexia, Fabiolo, la cousine, l'oncle. C'était notre dernier épisode sur ce cycle d'écrivaines contemporaines argentines. Et on espère que ces quelques idées de lecture pourront vous inspirer d'autres. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt! À bientôt! C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur Encore, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous. Et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 rue de Chalais, à Paris, métro Belleville, ou laissez-nous vos commentaires sur Instagram ou Facebook. À bientôt!